Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Gabon 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce troisième numéro des enquêtes de Gabon 24, votre magazine d'investigation ayant trait à une problématique sociopolitique, économique ou culturelle. Pour ce troisième G, notre équipe d'enquête a séjourné dans la province de Logoué-Ivindo, a pris quartier à Mekambo, la ville du fer, et s'est intéressée à l'épineux projet Belinga. De 1958, année de sa découverte officielle à nos jours, le gisement de fer de Belinga n'a jamais été exploité, pourtant les velléités d'exploitation n'ont pas manqué. De la sommifère en 1959 au géant minier brésilien CVRD en 2004 et la CEMEC Comibel en 2006, aucune de ces entreprises n'a pu faire aboutir le processus de la mise en exploitation de ce gisement, estimé à plus d'1 milliard de tonnes de minerais d'une teneur fort appréciable oscillant entre 65 et 110%. Selon certaines indiscrétions, le non-aboutissement du dossier Belinga serait lié à plusieurs interconnexions dont l'objectif principal reposerait sur la cupidité des personnalités impliquées dans la gestion de ce dossier. Alors, pour en savoir un peu plus, notre investigateur maison, Jean-Pascal Don et son équipe sont descendus sur le terrain. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les enquêtes de Gabon 24 intitulées Belinga Gate. Découvert en 1895, Belinga fait partie des gisements de fer de la région du Haut-Ivindo, au nord-est du Gabon, à 600 km de Libreville. Ce gisement s'étale suivant un alignement orienté ouest-sud-est sur près de 100 km de massifs montagneux que sont Mikebe, Belinga, Batouala, Boka Boka. Selon certains experts, il serait l'un des grands gisements de fer inexploités de la planète avec une teneur en fer de près de 65% et des réserves aujourd'hui estimées à près d'1 milliard de tonnes. Avec l'exploitation rationnelle de ce gisement de fer, autant dire que le Gabon était au cœur de plusieurs enjeux géostratégiques. Plus d'1 siècle après la découverte de ce gisement, le fameux trésor n'est jamais sorti de terre pour non seulement alimenter les industries sidérurgiques occidentales, mais aussi et surtout contribuer au financement du budget de l'État, selon plusieurs estimations, à hauteur de 75% par an. Face à cette situation, les esquisses d'explication sont aussi complexes que variées. Si on arrivait à exploiter ce gisement, ce serait le projet phare non seulement de la province, mais je serais tenté de dire du Gabon de demain. À partir du moment où il s'agit d'un méga gisement et d'une teneur assez appréciable. Et je dois dire aussi que lorsqu'il y a un gisement de fer, forcément à proximité, il y a d'autres minéraux dans l'or. C'est un appel pour faire prendre conscience que ce projet, je l'espère, sera relancé sous une forme ou une autre. Afin de mieux appréhender le dossier, nous poursuivons nos investigations. Selon nos premières sources, il ressort que le dossier Belinga aurait été l'une des préoccupations phares du père de l'indépendance du Gabon, feu le président Léomba, qui, en 1967, lègue le dossier à son successeur Albert Bernard Bongo. Ce dernier, pour des raisons stratégiques liées non seulement à la détérioration du marché mondial de l'acier, mais aussi des cours favorables du manganèse et de l'uranium sur le marché mondial, décide de mettre le cap vers le sud-est du pays pour l'exploitation de ces richesses, laissant ainsi le dossier Belinga en veille. En 2004, le cours du fer remonte au-dessus de $80 la tonne. Fidèle à la promesse faite à son prédécesseur, Omar Bongo Ondimba remet le dossier Belinga sur la table de travail. Le groupe Eramet est sollicité pour procéder à des études. Ce groupe dépose sur la table du gouvernement gabonais un schéma directeur. Par la suite, le gouvernement gabonais prendra langue avec la Companhia Vale do Rio Doce CVRD, un géant minier brésilien. Créé en 1942 par le gouvernement fédéral du Brésil, CVRD, qui emploie plus de 33 000 personnes, est un poids lourd dans l'exploitation minière. L'entreprise est cotée sur les places boursières de Sao Paulo, New York et Madrid. Autant dire que le Gabon, à travers ce choix, venait de toucher le jackpot
en mettant la main sur une entreprise à l'expertise avérée. Dans son offre de service, Vale, l'entreprise brésilienne, s'engageait à transformer radicalement la province de Logoivindo et partant son chef-lieu Makoko. De plus, les estimations faites par Vale garantissaient le financement du budget de l'État gabonais sur une durée de 75 ans. Après plusieurs échanges avec la partie gabonaise, Vale dépose son projet afin d'obtenir la concession minière. Contre toute attente, et l'on ne sait par quel tour de passe-passe apparaîtra une nébuleuse CEMEC, la China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation. Au regard de sa raison sociale, l'entreprise chinoise est spécialisée dans la quincaillerie, la vente d'équipements industriels et l'import-export. Cette entreprise, inconnue du secteur minier mondial, méconnue de l'ensemble des acteurs du dossier Belinga, aurait été introduite auprès des autorités gabonaises par un certain Frank Ping, tenez-vous bien, pour exploiter le gisement de fer de Belinga. Quelle était cette entreprise ? Quelle était son expertise en matière d'exploitation de mines? Quel était son poids financier? À la lumière des faits, la CEMEC n'avait aucun passé dans le domaine, aucune expertise en la matière. Elle n'avait jamais été associée à une telle opération, selon nos sources. Il y avait donc une société brésilienne qui arrivait avec une maquette de la ville de Makoko et la ville de Maïbout, puisque j'étais là, magnifique. Et puis, une petite société chinoise, je dis petite société chinoise. Elle était petite parce que c'était une petite société de quartier là-bas, en Chine. Et c'est cette petite société que les autorités gabonaises ont bradée. Ils ont pris donc de l'argent, ça je suis sûr et certain, ils ont pris de l'argent pour brader l'exploitation de ce fer. En dépit de toutes ces informations, personne n'a osé opposer une fin de non-recevoir à cette entreprise chinoise, même pas Richard Auguste Onouvier, à l'époque ministre des Mines, de l'Énergie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques, dont la préférence pour les Brésiliens était avérée. Selon nos investigations, il semblerait que notre ministre des Mines n'avait pas de côte assez solide pour s'opposer à la Ping Family, dont la puissance reposait sur la proximité avec feu le président Omar Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui a pu guider ce choix, pour le moins injustifié? Le mystère demeure sur la question. Toujours est-il qu'au moment où le choix est fait, les populations de la province de Logoivindo et par extension du Gabon tout entier sont loin de se douter que c'est le début de ce qu'on appellera désormais le scandale Belinga. Le 8 septembre 2004, un accord cadre sur l'exploitation du gisement de fer de Belinga et la réalisation des infrastructures indispensables au Gabon est signé à Beijing, en Chine, entre le gouvernement gabonais, représenté par le ministre des Mines, Richard Auguste Onouvier, et la CEMEC, représentée par son président. Cet accord cadre, qui contient 13 articles, est censé déterminer les conditions, les droits et les devoirs des deux parties dans la mise en œuvre de cette opération. Jusque-là, nous sommes dans la face visible de l'iceberg. L'aspect scandaleux de ce marché de dupes, du moins pour des personnes averties et aimant leur pays, commencera à être perceptible dès le second accord, mettant en scène le gouvernement gabonais, la CEMEC et la banque The Export-Import Bank of China. Cet accord, dans son article 4, met en évidence la création d'une société de droit gabonais à capitaux mixtes pour faciliter la réalisation et la gestion du projet. Ainsi, le capital de la Comibel, compagnie des mines de Belinga, devrait être détenu à hauteur de 85 à 90% par la partie chinoise et 10 à 15% par le Gabon, pourtant propriétaire de la mine. Par ailleurs, à l'article 6 du même accord, il est fait état de l'exclusivité de l'exploitation des autres richesses, entre autres l'or, le cuivre et d'autres minerais connexes. La Comibel était-elle là pour l'exploitation du fer de Belinga ou de l'ensemble des richesses gravitant autour de ce gisement? En dépit de toutes ces interrogations, Jean Eyegendong, en sa qualité de Premier ministre, Paul Tungui,
ministre d'État en charge de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation, Richard Auguste Onouvier, en charge des mines, apposeront tout de même leur signature sur ce document le 7 septembre 2006, 3 éminents membres du gouvernement face à un PDG d'entreprise et un banquier. 2 protocoles d'accord signés entre les 2 parties. Malgré cela, les négociations se poursuivent. Il fallait créer un consortium d'entreprises dirigé par la CEMEC et signer les statuts de la fameuse Comibel qui n'avait de droit gabonais que de nom. En lieu et place du Premier ministre de l'époque, Jean Ping, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale, conduira une délégation à Beijing pour la circonstance. Cette mission sera matérialisée par ce procès-verbal signé le 22 mai 2007 par les 3 missionnaires, Jean Ping, Paul Tungui et Richard Auguste Onouvier. La partie chinoise était représentée par le PDG de la CEMEC. Toujours dans la même lancée, après la signature de ce procès-verbal et au terme de plusieurs autres échanges, les 2 parties élaborèrent cette fameuse convention minière par laquelle le scandale éclatera. Que dit la convention ? Dans son article 4, relatif à la concession minière, l'État octroie à la Comibel pour une période initiale de 25 ans, avec une période gracieuse de 5 ans, le gisement devait donc être exploité pendant 30 ans au profit de la CEMEC sans que le Gabon n'en tire bénéfice. Après 30 ans de pillage, que lui restait-il ? L'article 7, relatif au financement, stipule que la Comibel, dans la mise en œuvre de son projet, était libre de contracter des emprunts. En cas d'insolvabilité, l'État gabonais, qui n'avait aucun profit, se devait de rembourser cette dette sans trop savoir pourquoi. S'agissant de l'article 13 se rapportant aux garanties foncières, passant outre les 2000 km² réglementaires, l'État gabonais cédait 7000 km² autour de Belinga, avec 100 km d'emprise de part et d'autre de la voie ferrée. Cela voulait dire que toutes les autres richesses, l'or, l'étain, les platinoïdes, le cuivre, le bois, le diamant qui s'y trouvaient étaient désormais la propriété de la partie chinoise, sans omettre les villages et leurs vestiges. Toujours dans le même article 13, dans son dernier alinéa, il est spécifié que durant la convention minière, c'est-à-dire 30 ans, l'État gabonais devait s'abstenir d'établir de nouveaux parcs nationaux, de nouvelles zones de protection d'animaux ou de protection de l'environnement sur l'étendue du périmètre concerné. En d'autres termes, nous étions en plein territoire chinois et le Gabon n'avait rien à faire dans cette zone. Le personnel chinois de la Comibel était exempté des taux de change de la monnaie en termes de convertibilité. Il était libre d'importer des équipements en tout genre et même des denrées alimentaires sans imposition de taxes douanières. Pire, cette convention plaçait même la Comibel au-dessus de la constitution gabonaise car, comme on peut le lire dans son article 16 stipulant les garanties juridiques, toute modification constitutionnelle qui affecterait la nature juridique des engagements pris par des personnes publiques au terme de la présente convention minière et les changements qui interviendraient dans leurs compétences ne modifient pas les droits et obligations de la société tels qu'ils résultent des actes législatifs et réglementaires, des délibérations et accords visés par la présente convention. En somme, Jean Ping et les autres personnalités impliquées dans ce dossier ont octroyé à une entreprise privée des droits au-dessus d'un État. En clair, un État dans un État. C'est cette convention minière que Casimir Oyemba, ministre d'État en charge des mines, prenant à son compte tout le contenu, envoie au Parlement en 2009 pour ratification. Pour faire passer le document, il comptait sans doute sur la diligence du président de l'Assemblée nationale au moment des faits, Guinzouban Dama, et sur l'adhésion des députés du Parti démocratique gabonais. Malheureusement pour lui, la ratification se heurte, par amour pour la patrie, à la réticence de quelques députés, parmi lesquels Jean-Valentin Léama, Feu Dieudonné Pambo,
Béni Ngouambina, Alain-Claude Billier-Binzé, qui mène la fronde, soutenu en cela par Paulette Koho, députée du Parti démocratique gabonais de Mvadi, la zone impactée par le projet. Autour d'eux, quelques jeunes cadres de la province de l'Ogooué-Ivindo réunis au sein du mouvement Sauvons Belinga. Bien que la convention n'ait pas été ratifiée, la partie chinoise était déjà maître des lieux au travers des accords qui avaient été signés antérieurement avec la partie gabonaise. Cependant, faute de trouver un autre opérateur sur le marché et n'ayant pu bénéficier du financement de son partenaire banquier, la CEMEC mettra le dossier en veilleuse. À qui a donc profité cette opération? Vu que l'État gabonais n'y a tiré aucun profit, pourquoi ce projet a-t-il été gelé? Quel a été le véritable rôle joué par Franck Ping et en quelle qualité a-t-il été impliqué? Autant d'interrogations qui demeurent. À la faveur de sa campagne électorale pour la présidentielle anticipée de 2009, suite au décès d'Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, au cours de l'étape d'Ovan, fait la promesse aux populations ogivines de reprendre Belinga. Il y parviendra en décembre 2013 contre le paiement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Ainsi, pour récupérer un bien qui lui appartenait, le chef de l'État gabonais a dû payer une entreprise privée chinoise qui n'a jamais versé aucun montant à l'État gabonais. Sur le site de Belinga, notre équipe d'enquête a pu constater qu'il n'y a aucun vestige de l'investissement chinois. En marge des agents de la Société équatoriale des mines que nous avons rencontrés sur leur base vie et du site occupé par le bureau d'études SRK, nous n'avons décelé aucune autre activité. Cependant, poursuivant nos investigations, nous avons relevé certaines transactions financières de M. Ping Jean-François, domicilié à la boîte postale 1669, en faveur de la société Ping et Ping, sur le compte 4000 30 41 0041 01 67 12 01 174. D'autres transactions sont observées pour des montants très importants en faveur de M. Jean Ping, des montants variant entre 150 000 et 250 000 euros. Le donneur d'ordre, Ping Jean-François, le bénéficiaire, Jean Ping. Ces transactions ont eu lieu dans des comptes à l'étranger, notamment la Standard Chartered Bank ou la SHBC de Hong Kong. D'autres transactions ont pour donneur d'ordre Ping Frank d'un compte ouvert à Standard Chartered Bank pour une transaction en provenance de Hong Kong de 250 000 euros. Ainsi, nous avons des mouvements allant de Ping Jean-François vers la société Ping et Ping à partir de comptes situés à Hong Kong. De même, des mouvements allant de Ping Frank vers Frank Ping et vers Jean Ping. Des mouvements financiers qui ont eu lieu entre décembre 2013 et janvier 2014, juste après que l'État gabonais ait payé la CEMEC pour la récupération du gisement de Belinga. Ceci explique-t-il cela? La question reste posée. Ce qu'il faudrait retenir cependant, c'est que les montants des transactions qui vous sont présentées ici ne sont que la face visible d'une vaste entreprise de spoliation de l'État gabonais au profit de quelques individus qui ont abusé de la confiance de feu Omar Bongo Ondimba. Pour l'heure, l'Ogooué-Ivindo attend toujours l'exploitation de ce gisement de fer. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission, les enquêtes de Gabon 24 et l'investigateur maison de ce grand reportage est avec nous sur ce plateau. Bonjour Jean-Pascal Ndong. Bonjour Aziz. Alors tout de suite, comment les autorités gabonaises ont pu octroyer ce marché à une entreprise qui n'avait aucune expertise dans le domaine minier? Bien, merci. Il faut dire que c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est d'ailleurs cette question qui a suscité cette enquête, parce que l'on ne peut pas avoir un géant de l'exploitation minière comme l'entreprise CVRD
vallée du Brésil et octroyer un marché à une entreprise chinoise, CEMEC, qui n'a aucun passé dans l'exploitation des mines, qui plutôt fait dans la quincaillerie et la vente des moteurs industriels. Donc il n'y a aucune explication rationnelle pouvant justifier ce choix, sinon c'est sur l'autel des intérêts particuliers que l'entreprise brésilienne, qui pourtant est reconnue pour avoir une expertise avérée dans le monde, a été mise de côté au profit d'une CEMEC qui sortait d'on ne sait où, emmenée par un certain Frank Ping. Alors, quel est l'élément qui a pu fédérer les personnalités politiques du Gabon autour d'une convention qui visiblement dépouillait le Gabon de ses prérogatives? Je dirais que si on ne peut pas avoir des éléments probants devant justifier l'élaboration d'une telle convention, l'élément fédérateur ne peut être que la cupidité, ne peut être que des intérêts personnels, parce que, comme je le disais tantôt, sur un plan purement objectif et rationnel, rien ne justifiait la substitution opérée par les autorités gabonaises entre CVRD, l'entreprise brésilienne, et CEMEC, l'entreprise chinoise, qui n'avait aucune expertise en la matière. Alors Jean-Pascal Ndong, dans votre enquête, vous relevez des mouvements financiers entre Hong Kong et des comptes bancaires appartenant à M. Ping et son fils. Alors, devons-nous déduire que ce sont des rétrocommissions touchées sur ce dossier de Belinga? Je ne dirais pas que ce sont des rétrocommissions touchées sur le dossier Belinga, mais notre curiosité a été attiré par le fait que ces mouvements financiers interviennent en décembre 2013 et janvier 2014. Or, Ali Bongo Ondimba récupère le gisement de fer de Belinga justement en décembre 2013. Décembre 2013. Donc, décembre 2013. Parce que bien que la convention n'ait pas été ratifiée, et ça il faut le signer et il faut le signaler, elle n'avait pas été ratifiée par rapport à la levée de bouclier qu'avaient suscité les différents articles contenus dans la convention, que nous avons d'ailleurs décortiqué dans notre enquête. Plusieurs députés se sont opposés et malgré que la convention n'ait pas été signée, mais il y a des protocoles d'accord qui avaient déjà été signés entre le Gabon et la Chine à travers CEMEC, ce qui faisait que le gisement appartenait déjà aux Chinois. Et pour le récupérer, l'État gabonais, par le biais du chef de l'État, a dû débourser plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et ce qui attire notre curiosité sur ces mouvements financiers, c'est qu'ils interviennent directement après que l'État gabonais ait payé CEMEC pour récupérer le gisement. Et c'est là où on note ces flux financiers entre des banques installées à Hong Kong et les comptes de M. Jean Ping, de M. Frank Ping, de l'entreprise Ping et d'un certain Jean-François Ping. Et justement, comment avez-vous eu ces informations quand on sait que ces banques sont installées à l'étranger? Bien, Aziz, vous m'excuserez, mais c'est l'information que je ne vous donnerai jamais. Pourquoi? Je ne vous apprends rien. L'enquêteur que je suis et journaliste ne peut pas délivrer ces sources d'informations. Donc, je sais que vous en êtes conscient, mais malheureusement, je ne suis pas en mesure, ici, sur ce plateau, de vous dire comment nous avons pu avoir ces documents retraçant justement la traçabilité de ces mouvements financiers. Alors, dernière question, Jean-Pascal Ndong, pensez-vous que Belinga puisse un jour voir le jour? Je pense que Belinga puisse voir le jour parce que nous avons été à Belinga. Nous avons été sur le site, nous avons remonté le fleuve Ivindo, 10 heures de navigation, s'il vous plaît, pour aboutir au district de Mvadi. C'est quand même osé.
c'est osé, mais il a fallu toucher du doigt la réalité Belinga pour mieux éclairer la compréhension de nos téléspectateurs, des téléspectateurs de Gabon 24. Nous avons fait tout ce périple-là. Nous avons bravé l'hostilité du relief parce qu'il faut également le signaler, contrairement à ce que pensent plusieurs observateurs que le mont Ibunji serait le plus haut du Gabon. Ce n'est pas le mont Ibunji. Nous avons été au sommet du Gabon, c'est le mont Bakota, justement dans le périmètre de Belinga. Donc par rapport à votre question, il y a aujourd'hui de l'activité à Belinga. Le Gabon a récupéré le gisement et sur place, nous avons pu rencontrer, indépendamment des agents de la société équatoriale des mines qui mènent des activités dans le secteur, juste à côté du village Maïbout 1. Nous avons également pu aller jusqu'au camp du bureau d'études SRK. C'est un bureau d'études qui, en ce moment même, au moment où nous réalisons cette enquête, est en train de mener des études pour évaluer la teneur réelle du gisement de Belinga. Et là, il faut le signaler, Aziz, toute cette opération entre le Gabon et la Chine, à travers ces mecs, eh bien, ça a été fait à la va-vite. Il n'y a pas eu d'études approfondies pour évaluer le gisement de fer. Et c'est cette évaluation qui, à la limite, devait emmener le gouvernement gabonais à pouvoir fixer les conditions d'octroi de la concession minière. Et je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement, l'État gabonais n'avait pas l'ambition d'exploiter ce gisement, le bureau d'études SRK ne serait pas sur les lieux. La société équatoriale des mines, qui elle travaille sur des minerais connexes au gisement de fer, ne serait pas sur les lieux. Et moi je pense que l'espoir est permis. Donc c'est une bonne nouvelle pour le futur, pour l'économie gabonaise. Effectivement. Merci à vous Jean-Pascal. Donc voilà, ainsi se referme ce troisième numéro de votre émission Les Enquêtes de Gabon 24. À très bientôt pour un nouveau numéro.